qu'on est emporté par cet élan amoureux qui souvent n'est pas vraiment de l'amour. C'est-à-dire que derrière, il y a autre chose. On peut être amoureux, mais cette intensité, elle ne relève pas de l'amour. Bonjour Juliette, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2. J'ai intitulé ce podcast « Nos attentes et nos croyances dans la relation amoureuse ». Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre comment les expériences de l'enfance influencent nos relations amoureuses. Nous discutons de la répétition des schémas familiaux dans le couple et de la manière de comprendre et de surmonter les blessures de l'enfance. Juliette, qu'est-ce qui se rejoue dans nos relations et notamment dans les relations amoureuses? Il se rejoue les tout premiers liens qu'on a vécus quand on était bébé, notamment, mais pas seulement. Alors, si tu veux, quand on arrive au monde, le tout premier lien qu'on a, c'est avec la mère, en principe. Et ce lien-là, il va s'inscrire en nous comme quelque chose de très prégnant et se rejouer souvent à travers nos relations amoureuses. C'est-à-dire qu'on va peut-être aller vers des gens qui sont détachés, comme l'était notre mère, ou parfois rejetants. Alors, mais pas seulement, il y a aussi des tas de composantes aussi très positives, mais on va chercher à reconstituer ce lien-là. Et il s'avère qu'il est souvent manquant, c'est-à-dire que la mère ne peut pas tout faire, donc elle ne peut pas tout nous donner. Et les manques qu'on a eus, ça va nous propulser justement vers une relation où on va essayer de réparer le manque. De choisir quelqu'un dont on se dit inconsciemment « Ah ben cette personne-là, elle va me donner ce qui m'a manqué, ce que je n'ai pas eu. » Et en fait, à la fois, on a l'envie de réparer ce manque, mais on s'arrange inconsciemment pour choisir quelqu'un qui, souvent, ne va pas pouvoir jouer ce rôle, parce que de toute façon, ce n'est pas son rôle. Donc, on va être aussi frustré. Et c'est toute cette dynamique qui va se rejouer dans les relations. Alors, ce n'est pas tout. Ce premier lien à la mère, il y en a bien sûr d'autres. Il y a le lien au père, le lien à la fratrie, à ceux qui nous entourent. Ça peut aussi être les grands-parents. Donc, tu vois, il y a déjà toute une myriade de liens qu'on va souvent rejouer dans nos relations amoureuses. Ça peut aussi être le modèle du couple parental, parce que c'est le premier modèle de couple qu'on a sous les yeux, en général. Et ce modèle-là, lui aussi, il a une place dans la manière dont on va choisir notre partenaire. Est-ce que tu ne crois pas qu'au fil des années, parce que quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, quand on a 40 ans, est-ce que tu crois qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est pour nous montrer des choses de notre enfance qu'on n'a pas comprises ou qu'on ne veut pas voir? Mais est-ce qu'à chaque fois, avec chacun des partenaires différents, il se rejoue quelque chose de similaire ou à chaque fois ça nous montre autre chose? Écoute, c'est une bonne question. En fait, ça dépend des parcours et ça dépend de ce qu'on a réussi à mettre en lumière au fil du temps. Si, par exemple, on reste coincé dans un schéma qui n'est jamais élucidé, il est très possible que pendant des années et des années, même si on change de partenaire, on rejoue cette dynamique-là parce qu'on n'a toujours pas compris ce qui était en jeu. Et parfois, on comprend beaucoup plus tôt, donc les relations suivantes, s'il y en a, vont nous amener à peut-être comprendre d'autres pans de nous qu'on n'avait pas élucidés jusque-là. Ça peut être plein de choses, ça peut être par exemple des aspects de nous-mêmes qui ne vivent pas suffisamment et que l'autre incarne à notre place et qui, dans cette relation, vont pouvoir s'incarner justement un peu plus. Par exemple, si on est, je pense à une femme qui ne serait pas du tout créative et qui choisirait sans arrêt des hommes qui incarneraient cet aspect-là pour elle, au bout d'un moment, ça peut être l'occasion de se dire « Mais pourquoi je choisis toujours des hommes comme ça en fait ? Est-ce que ça ne pourrait pas être ma part masculine qui demande une bonne fois pour toutes à être reconnue, entendue et assumée ?» Donc tu vois, il peut y avoir plein de choses différentes d'une relation à l'autre. Ça dépend des parcours, c'est un peu le mystère des relations. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on projette tout le temps sur l'autre? Alors on parle de réparation. Comment on peut aller un petit peu plus dans le détail? Parce que c'est quand même nos inconscients qui projettent. Oui,
Toujours, toujours. Ben, écoute, ça peut être très souvent soit un parent manquant, soit un parent idéal, idéalisé, soit une figure manquante, par exemple, de l'arbre généalogique, que l'autre serait censé incarner, soit une part de nous-mêmes dont on n'a absolument pas conscience et qu'on va projeter sur l'autre. Voilà, souvent, c'est autour de ces dynamiques-là que ça se joue. De par mon expérience, j'ai compris à quel point j'ai pu être dans le déni, par exemple, entre guillemets, d'une maltraitance parentale, par exemple, maltraitance psychique, bien sûr. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire que à quel point on idéalise, comme tu dis, l'un des deux parents ou les deux parents, et on ne veut pas voir, en fait, ce qu'on a réellement vécu enfant. C'est aussi pour ça qu'on rencontre les gens sur lesquels on projette un idéal. Et c'est ça qu'il faut expliquer, c'est qu'en fait, cet idéal qu'on croit avoir reconnu nous empêche de voir exactement ce qu'on a vécu enfant. Et quand tout à coup, c'est extrêmement souffrant, alors on est obligé d'ouvrir les yeux. Oui, oui, cet idéal, en fait, c'est une bonne manière de cacher ce qui a été souffrant. Parce que pour nous, c'est trop difficile à concevoir, à traverser. Alors, c'est vrai que c'est pas comme ça dans toutes les histoires, mais il arrive qu'effectivement, on choisisse quelqu'un qui représente une espèce de parent qui serait la version idéale d'un parent maltraitant. Et de ce fait, tant qu'on est très amoureux et qu'on le voit dans un halo de lumière, on est un peu préservé du côté toxique. Et ça, c'est une dynamique très intéressante à explorer et qui demande beaucoup de temps pour arriver à ce que la personne puisse reconnaître enfin à quel point cette personne de son passé l'a vraiment blessée. Tu vois, c'est tout un chemin qui passe aussi par des étapes, des résistances, des moments où non, je ne veux surtout pas voir, je veux garder cette personne intacte parce que j'ai besoin d'en faire une figure qui n'aurait qu'un bon côté, et donc dans un espèce de clivage. Mais petit à petit, quand on travaille suffisamment, on voit apparaître, un peu comme on gratte un tableau, la couche en dessous. Quand on restaure un tableau, on voit apparaître autre chose, toute une autre histoire. Et puis tout à coup, ça nous saute à la figure que ah oui, mon histoire, alors c'était ça, c'est ça que j'ai vécu. Et là, on le regarde pour la première fois, peut-être d'une manière plus vraie, plus consciente. Et ça fait guérison, ça fait choc. Et c'est ça qui permet d'ensuite traverser la souffrance et petit à petit de sortir de l'idéalisation. L'idéalisation, de toute façon, d'un partenaire ou d'une partenaire, c'est toujours signe qu'il se rejoue quelque chose de profond qui vient du passé. Oui, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est que plus la relation amoureuse est intense, plus elle est passionnée. Et là, on peut avoir des signes, en fait, des alertes, des red flags qui pourraient nous dire « Ok, là, c'est tellement intense, c'est tellement passionné, c'est tellement une telle dépendance que là, on devrait se dire « les gars, il y a un truc qui ne va pas, là. » Il ne s'agit pas de nous, là, au présent. Il s'agit de mon histoire dans le passé. Et c'est pour ça que c'est tellement puissant. C'est parce que c'est la part du bébé ou du petit enfant en nous qui hurle, qui crie sa souffrance. Et c'est pour ça qu'adulte, on est emporté par cet élan amoureux qui souvent n'est pas vraiment de l'amour. C'est-à-dire que derrière, il y a autre chose. On peut être amoureux, mais cette intensité, elle ne relève pas de l'amour. C'est plutôt d'une énorme projection fantasmatique. Mais alors ça veut dire quoi? Que dans la mythologie, ou même dans les histoires incroyables, je ne sais pas, moi, Roméo et Juliette, ou même si on prend Kildérode et Laclos dans les liaisons dangereuses, en fait, toutes les passions sont des liaisons dangereuses parce qu'en fait, se rejouent pour nous des schémas d'enfants blessés qu'on ne veut pas voir. C'est ça la passion pour toi? Pour moi, la passion, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'inverse de la relation amoureuse intégrée, où on est vraiment face à l'autre, chacun dans notre vérité tel qu'il est, c'est-à-dire avec nos qualités, nos défauts, nos zones d'ombre, nos zones de lumière, et capable d'interagir dans le présent, dans vraiment le présent de la relation, sans être parasité par d'autres personnages qui viennent comme ça s'immiscer, ce qui se passe tout le temps dans les relations. Moi, je le vois bien quand je reçois des gens, en fait, dans leur relation de couple, ils sont parasités par tout un tas de contenus qui n'ont rien à voir avec l'autre qui est en face. Et ça, c'est très pesant, parce que ça empêche le vrai lien
dans la fluidité, dans la beauté du lien. Et ça peut être un lien aussi avec beaucoup d'intensité. C'est pas parce qu'on n'est pas passionné qu'on n'est pas vraiment en lien et que ça n'a pas d'intérêt et qu'on s'ennuie. Souvent, il y a une espèce de préjugé comme ça où on dit ah ouais, mais alors si j'élucide tout, je vais m'ennuyer, ça va être plan-plan. Ah ben non, en fait, on va être vraiment en relation. Et ça, c'est vivant, c'est riche, on peut se marrer, on peut faire plein de choses passionnantes, mais on n'est pas dans la souffrance et dans la reproduction. Donc c'est autre chose. Oui, c'est connaître un amour harmonieux. Exactement. Qui a conscience de vivre des passions qu'en fait on rejoue notre histoire d'enfance qu'on n'a jamais voulu voir? Écoute, moi je dirais les gens qui viennent travailler avec moi, en tout cas, ils ont cet accès, ils ont cette porte qui à un moment va s'ouvrir. Et puis peut-être aussi tous ceux qui ont lu le livre, chez qui ça va ouvrir une porte, créer un déclic en se disant « Ah oui, d'accord, mais derrière tout ça, il y a peut-être autre chose. » Moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de possibilités de prendre conscience. Après, comment chacun l'utilise, je ne sais pas en fait. C'est chacun son chemin en fait. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Juliette Allais pour ce deuxième épisode de cette série sur l'amour initiatique. Donc, on a bien compris que plus c'est souffrant, plus ce sont nos enfants intérieurs, comme on dit en fait, qui hurlent à l'intérieur. Et plus c'est souffrant, et plus il faut aller chercher à comprendre. Et ça ne veut pas dire que c'est pas de l'amour ce qu'on vit. Ça veut juste dire que c'est quelque chose qui nous empêche d'être vraiment en lien avec qui nous sommes vraiment. Et c'est cette histoire d'une grande intensité incroyable, en fait, qui nous fait prendre conscience de la blessure de cet enfant intérieur qu'on n'a pas voulu voir et qu'on n'a pas pu voir. Alors, merci beaucoup, Juliette Allais. Merci à toi, Stéphanie.